Je voulais savoir, est-ce que derrière les décisions sur l'avortement de Trump, est-ce qu'il n'y a pas des groupes de pression comme des communautés religieuses qui essaieraient d'influencer? Ça pourrait expliquer pourquoi aux États-Unis, le gouvernement est capable de revenir en arrière, parce que rediscuter d'une loi de 1973, c'est quand même un gros retour en arrière. Et je ne sais pas si ça se fait dans d'autres pays. Donc voilà, c'est ça. Ah. Et votre intervention? Merci pour la présentation. La question à Mylène. Je suis du Moyen-Orient, donc je voudrais savoir pourquoi tu n'as pas listé la Turquie parmi les bénéficiaires ou les perdants de l'élection de Trump. Et pour simplifier le schéma un peu qui est vraiment très compliqué là-bas, on pourrait classifier les quatre grands joueurs en deux catégories, ceux qui ont des gouvernements élus et ceux qui n'ont pas de gouvernement élu. Donc on a la Turquie et Israël qui ont des gouvernements élus. La Turquie va probablement être bénéficiaire parce que je crois qu'il y aura une bonne chemistry entre Erdogan et Trump, vu les caractères des deux personnages. Et Israël apparemment n'a pas vraiment gagné en se basant sur ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Par contre, concernant l'Arabie Saoudite et l'Iran, je crois que l'effet Trump va jouer en interne dans ces deux pays, donc il va donner l'avantage à un des deux courants dans chaque pays. Et je crois que 2017, il y a des élections en Iran, je crois, en mai 2017, donc l'effet Trump va jouer sur ces élections et peut-être sur un certain type de changement en Arabie Saoudite, parce que clairement, les Américains sont plus proches d'un des deux courants aujourd'hui au pouvoir que d'un autre. Donc, voilà. Oui, c'est sûr que la Turquie, en fait, quand j'ai commencé à penser à mon intervention, je me ramassais avec une conférence de 3 heures. Non, mais sincèrement, sans dire que j'ai le mérite de parler pendant 3 heures, il y a tellement d'enjeux. J'aurais pu parler d'Égypte aussi, j'aurais pu parler d'Irak, j'aurais pu parler du Yémen. Il y a beaucoup à dire. Les enjeux ne sont pas définis. Et oui, évidemment, j'aurais pu parler de la Turquie. Comme j'aurais pu parler de bien d'autres choses. J'ai essayé de centraliser, de dire que les pays que je chantais, que globalement pouvaient avoir un impact positif de cette présidence-là, et ceux que ça pouvait être plus complexe. C'est une façon de voir, de gouvernement élu, gouvernement pas élu. Il y en a d'autres façons de voir aussi, d'interpréter le Moyen-Orient. Il y a des coalitions, on peut l'entendre dans des proportions, dans des alliances religieuses, on peut le voir dans des alliances économiques, culturelles, elles sont nombreuses, et de compartimenter le Moyen-Orient, c'est difficile de le faire parce qu'il y a tellement d'enjeux qui sont en ligne. Voilà, est-ce que pour l'Israël, est-ce que c'est pas gagné? Qui revient un peu à ce que j'ai dit à la base, comment j'ai changé mon texte 14 fois dans les derniers jours. Je pense que globalement, Israël va avoir un avantage de la présidence Trump parce que Trump a toujours, depuis le début, a affirmé un soutien plus fort, a critiqué Obama par rapport à ses positions qu'il n'a pas assez soutenu face à l'ONU, face à sa position internationale. Malgré qu'il y ait son imprévisibilité, puis qu'on ne sait pas trop comment on pourra appréhender tout ça, mais globalement, je pense que cette alliance-là va perdurer. Après, la solution du conflit israélo-palestinien, on ne se rentrera pas là-dedans, puis on ne fera pas le monde ce soir. C'est un conflit qui est latent, et est-ce que... Voilà, comme je disais, c'est la solution à 2 États qui est privilégiée depuis Clinton. Trump a lancé comme idée ce matin que ce n'était pas nécessairement la solution. Est-ce que ça va envenimer les réactions autour? Comment tout ça va se mettre en branle?
Je ne rentrerai pas dans la solution du conflit israélo-palestinien. Je ne sais pas comment Trump va agir par rapport à ça, mais je pense que ça va être complexe à la fois pour les Israéliens et les Palestiniens, encore plus pour les Palestiniens. Donc voilà, et le va-et-vient entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Oui et non, dans le sens où je pense que globalement, sa politique envers l'Iran va être beaucoup plus tranchante, beaucoup plus réfractaire envers l'Iran, mais comme je l'ai expliqué un peu vers la fin, tout se relie en fait. Et je ne sais pas, c'est ce que j'en parlais avec Raphaël, je ne sais pas si on est conscient de que tout se relie et que toutes les dimensions du Moyen-Orient sont recoupées d'une manière ou d'une autre parce qu'elles sont multiples et parce qu'elles sont liées à divers niveaux. C'est sûr que le lien entre la Russie et l'Iran date de très longtemps et de ce partenariat-là avec l'Iran, ce soutien-là avec la Russie et ce soutien-là de Poutine pour combattre Daesh en Syrie va amener à ce que l'Iran rentre en ligne de compte. Mais globalement, sa politique, je pense qu'elle va être beaucoup plus profitable pour la Russie. Et donc, je vais passer à la deuxième question, qui est en fait la première, mais sur la question de l'avortement. Donc, en fait, il y a des groupes militants pro-vie aux États-Unis qui sont extrêmement actifs. À chaque année, il y a une manifestation nationale à Washington pour manifester le droit à la vie et de la position contre l'accès à l'avortement. Ce sont des groupes qui sont religieux, ce sont des groupes qui sont citoyens, c'est des organisations qui sont au niveau national, qui sont au niveau local également. C'est des associations aussi qui agissent auprès des législateurs dans les États et qui rédigent des projets de loi, des exemples de projets de loi que les législateurs peuvent adapter au cadre juridique et législatif de leur État de façon à restreindre l'accès à l'avortement. Donc, c'est des groupes qui sont actifs, pas juste au niveau militant, pas juste au niveau citoyen, ils sont actifs au niveau juridique, au niveau législatif, au niveau national, au niveau local, vraiment partout. Et pourquoi est-ce qu'on en discute maintenant? En fait, c'est plutôt, on n'a jamais arrêté d'en discuter. L'accès à l'avortement a été légalisé aux États-Unis à partir de 1973. Et à partir de 1973, on a des groupes de contestation contre la décision de Roe v. Wade. Et depuis 1973, qu'on parle de renverser la décision. Donc, et même avant, en fait, avant même que la décision soit prononcée, on parlait déjà que si ça allait dans ce sens-là, on allait se battre pour renverser cette décision-là. Donc, c'est absolument pas nouveau de la présidence de Trump. C'est là depuis des années, et le Mexico City Policy qui a été mis en place par l'administration Reagan en 1984 s'inscrivait dans ce contexte-là d'opposition à la décision de Roe v. Wade au niveau national. Et suite à Roe v. Wade, il y a eu 2 amendements qui ont été adoptés par le gouvernement à Washington, donc le Hyde Amendment, qui dit qu'il n'y a aucun fonds fédéraux qui peut être dépensé pour financer des avortements au niveau des États-Unis. Donc, par exemple, une femme qui est sur Medicaid, qui est la couverture d'assurance publique pour les gens à faible revenu, ne peut pas accéder à un avortement 100% couvert juste par ces fonds-là, sauf si c'est un avortement qui fait suite à une agression sexuelle ou qu'il y a une malformation chez le fœtus. Et par la suite, le même amendement a été adopté pour les fonds à l'international également. Donc, c'est une lutte qui est là, c'est une division sociale qui est présente depuis des années. Dans les jours qui ont suivi l'élection de Donald Trump, on nous demandait mais comment ça se fait que 53% des femmes blanches ont voté pour Donald Trump. L'avortement est une des réponses. Il y a des femmes qui sont contre l'accès à l'avortement et qui ont voté pour Donald Trump parce qu'elles voulaient voir un juge conservateur à la Cour suprême et une possible révision de Roe v. Wade. Donc, voilà, c'est pas un portrait qui est très joyeux, mais c'est pas un mouvement qui est nouveau non plus. C'est vraiment très ancré. Il y a certaines régions où c'est plus frappant que d'autres. Mais voilà, c'est un mouvement qui est global et qui est là depuis les années 60.